Chers amis du PP, enfin chers amis du PP, hein, le PP étant moi, je vais essayer de faire une vidéo rapide, je vais même essayer de battre le record de mes vidéos pour tous ceux qui me reprochent régulièrement d'être trop long. Dans la vidéo précédente, j'évoquais les doutes que j'avais sur ce type de buzzer, hein, d'appareil donc pour chasser soi-disant les taupes et les ratopiers. Il se trouve que depuis quelques jours, là, 2-3 jours, j'observe là une rangée de pommes de terre qui sont en train de se dessécher et donc j'étais à peu près convaincu que cela se passait sous terre avec mes amis les ratopiers qui, à 1 m de ce buzzer, étaient à l'activité. Et cela n'a pas manqué. J'ai mis en place les pièges et hier, le piège qui est là-bas a claqué. On va regarder à quoi ça ressemble. Et voilà donc le résultat de ce claquage. Je vais vite me dépêcher de filmer ça en gros plan parce que donc avec la chaleur qu'il fait, les mouches sont déjà à l'œuvre. Voilà tout plein de pontes et très prochainement tout cela va partir en bouillie. Donc gros plan. Voilà donc le bestiau avec les œufs de mouche. J'ai mis des gants hein, puisque les rongeurs peuvent dans certains cas véhiculer des maladies extrêmement ennuyeuses, difficiles à dépister et parfois difficiles à guérir. On va quand même regarder à quoi ressemble l'animal même s'il est en cours de décomposition. Merde, du coup je me pince, déclenchant en sortant. Bien, voilà, déjà les tripes sont en train de sortir, mais ne regardez pas trop ça, regardez la partie avant, ici, avec les dents par lesquelles il ronge nos légumes. C'est un végétarien strict, hein, et je vais aller foutre ça en l'air du côté de mes buissons. Il y aura bien au moins les asticots qui vont en profiter. Et puis, conclusion. Gros plan pour montrer qui sache ce qu'est un ratopier. Et conclusion, ces bidules-là, c'est juste les moyens de vous traire de 10 ou 20 euros selon le prix qui sera pratiqué, mais efficacité avérée nulle, absolument nulle. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps, après cette conclusion, j'en dirai quelques mots de plus. Bah, mais alors Coco, t'es où? Je t'ai pulvérisé là. Hein, une vidéo en moins de... Bon, j'ai pas de montre, en moins d'un certain temps, ça t'a complètement explosé. Hein. Là, tu n'en reviens pas. Te voilà versé, renversé. Voilà ce que je voulais dire. Allez, ciao pour ceux qui aiment les vidéos courtes. Pour les autres, j'ai une ou deux petites histoires. Pour allonger la sauce quand même, je ne voudrais pas générer des frustrations en arbitrant entre ceux qui veulent des vidéos courtes et ceux qui veulent des vidéos longues. Alors la petite histoire à propos de ce fameux piège là, enfin qui n'est pas un piège, de ce système de buzzer, c'est l'anecdote suivante. Il se trouve que il y a samedi, donc il y a 3 jours, j'ai organisé une visite et il y avait pas mal de monde, 25 personnes je pense, dont un forestier qui m'a scrupuleusement écouté, acquiescé souvent de la tête. Quand je dis forestier, entendez par là technicien de l'ONF, un technicien des eaux et forêts. Et quand j'ai parlé de mes doutes sur l'efficacité de ce piège, j'avais dit 90% de chances que ça ne marche pas, mais comme il y a 10% de doute, je les ai achetés pour les essayer. Et donc avant même que j'attrape le ratopier, il m'a coupé et m'a dit « tu peux dire qu'il y a 100% de chances que ça ne marche pas ».
Puis ensuite, on a bu une petite bière. Et il m'a raconté l'anecdote que je vous rapporte. Donc il était forestier et s'est chargé, enfin avait en projet d'implanter des chênes dans la forêt en Alsace, donc dans le parc des Vosges du Nord, vers la Petite Pierre, et il plantait donc des essences de valeur, le chêne, en grande quantité, et une infestation de râteaux-pieds qui faisait que l'essentiel de ces arbres étaient ravagés durant l'hiver et mouraient. Donc il a évidemment cherché une solution et donc c'est dans les années, ce que je vous dis là, dans les années 75, hein, donc ce n'est pas une histoire tout à fait jeune, sortaient les premiers de ces appareils, de ces buzzers, et donc il demande à un représentant de la marque de passer chez lui. Le gars lui expose le système, les avantages, etc., etc., etc. Et puis, en cours de discussion, mon ami se rend compte que le gars pensait que c'était pour son jardin. Puis il dit non, 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 pas du tout. C'est pour la forêt. Là, on a je ne sais plus combien d'hectares de plantations. Ce dont je vous parle, c'est de l'achat de centaines, peut-être 500, de ces beepers pour le compte de l'ONF. Et au lieu de voir le représentant commercial se réjouir dans la perspective d'une telle commande, il le voit qui blêmit quelque peu, qui se fait tout petit sur sa chaise, et puis à un moment donné, tout à fait gêné, l'interrompt, lui dit « Écoutez monsieur, je dois être honnête avec vous, ce truc-là ne marche pas, on le sait, donc je ne voudrais pas que vous en achetiez 500, et puis sans doute aussi qu'il se méfiait que l'ONF était en mesure peut-être de lui faire un procès ou en tout cas de lui faire une sale réputation. » Donc voilà l'histoire, ça fait maintenant plus de 40 ans qu'on sait que ces buzzers ne marchent pas. Ils sont toujours en vente sur Internet, sous une forme d'ailleurs mensongère, puisqu'on parle d'appareils à ultrasons. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, la fréquence du buzzer est de 400 Hz, qui n'est pas du tout un ultrason, ce qui est proche de l'infrason, sans être vraiment un infrason. Bref, c'est rien du tout, hein. C'est juste un petit gadget, donc un petit écran, un petit panneau solaire, une petite batterie dedans, un petit buzzer, un tube en plastique, etc. Il doit y en avoir fabriqué en Chine pour 50 cents et on vous vend ça 10 ou 20 euros. Voilà. Moi, en tout cas, c'est clair, ça ne marche pas. Alors, je me suis quand même interrogé sur la cause qui fait qu'on colporte l'idée que ça pourrait marcher. Et en fait, c'est relativement simple. J'ai observé les taupinières que faisaient ces râteaux-pieds, par exemple, dans la prairie à côté. Au printemps, les agriculteurs passent une herse étrille. Donc, à la sortie d'hiver, tout à coup, on voit ces taupinières se former en très grand nombre. Et puis, avant même que l'herbe ne pousse, donc on est là au mois de mars sans doute, peut-être début avril, ça ne bouge plus, l'agriculteur part sa herse étrille, il aplatit les taupinières et il ne se passe plus rien jusqu'au printemps suivant. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de râteaux-pieds, bien au contraire. Ça veut dire qu'à la sortie d'hiver, ils refont leurs autoroutes, ils font les gros travaux, donc ils expulsent de la terre, peut-être aussi qu'il y a une expansion de leur territoire, et puis ensuite, ça ne bouge plus. Alors, le subterfuge, il est très simple. Vous voyez une taupinière qui se forme, ça vous agace. Vous achetez ce truc-là, vous mettez 3 jours, vous dites « Ah ben, je vais acheter ce truc », vous ne le faites pas immédiatement. 3 jours après, vous pensez enfin acheter le bitonio, le temps de le sortir de sa boîte, de l'installer, etc. 5 jours sont passés. Les râteaux-pieds ou les taupes, hein,
ont fini leur travail, vous écrasez les taupinières, votre appareil fait bzz, 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 et vous constatez qu'il n'y a pas de nouvelles taupinières qui se forment. Et en fait, vous n'aurez rien fait, il ne se serait pas formé plus de taupinières. Mais simplement, convaincu que vous avez fait une bonne affaire, vous avez eu raison d'acheter ces bidules, vous clamez haut et fort, ça marche, ça marche, ça marche. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, ça c'est un des grands problèmes de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas dans un potager. On conclut toujours trop vite, c'est un tout petit peu compliqué. Il faudrait qu'un jour je vous explique que si un événement A a pour conséquence un événement B, encore faut-il s'assurer que non B a pour conséquence non A. C'est dans ce sens-là que ça marche. Et cette deuxième vérification ne marche pas toujours. Enfin, on ne la fait pas toujours. Donc, on conclut très souvent sur ce qui n'est en fait que des coïncidences ou des hasards. Même chose pour des tas de poudre de perlimpinpin, des tas de petits trucs et astuces qui marchent. Voilà, dans ma vidéo précédente, je disais que j'étais envahi de limaces. Et ça l'a été jusqu'il y a 3 jours où j'ai ramassé la dernière. Je suis descendu hier soir, j'en trouve plus une. Donc à supposer qu'au moment où je faisais cette vidéo et où je constatais que j'étais dépassé par les limaces, bah, il aurait suffi que quelque chose de saugrenu me passe par la tête, je ne sais pas quoi. Hein. Voilà, en broyant les feuilles de vigne, là, je me mets en tête que, vu qu'il n'y a pas de limaces sur la vigne, si je broie les feuilles de vigne, ça chasse les limaces. Hypothèse. Je broie mes feuilles de vigne, je les fais macérer pendant 2 jours, donc je perds un peu de temps. J'arrive avec mon machin, je pulvérise, et qu'est-ce que je constate? Plus de limaces. Eureka, j'ai trouvé un truc contre la limace. Pas du tout. C'est que tout simplement, une fois que la grande phase humide était passée avec une multiplication de limaces, est arrivé le temps qu'on connaît maintenant, chaud et sec. Les limaces qui existaient encore sans doute se sont enterrées. Peut-être aussi que l'un ou l'autre prédateur, entre-temps, se sont installés. Des carabes sont arrivés. J'en ai vu 1 ou 2, pas beaucoup cette année. Hein. J'ai trouvé une crotte qui pourrait être une crotte de hérisson, mais je n'en suis pas certain. Donc peut-être l'un ou l'autre prédateur a un peu régulé. Peut-être aussi que tout simplement, face à la chaleur, les limaces se sont enterrées. Bref, je n'ai plus de problème de limaces en n'ayant rien fait. Si j'avais pulvérisé des feuilles de vigne, j'aurais pu clamer que c'est à cause des feuilles de vigne. Internet est truffé de fausses conclusions de ce type-là, qui marchent dans certaines circonstances, qui quelquefois sont le pur fruit du hasard, qui quelquefois sont fondées. C'est ce qui rend la discussion aussi difficile. Voilà, du coup j'ai été un peu plus long pour ceux qui auraient été frustrés de me voir, comment dire, traiter un sujet aussi sérieux en 3 minutes. Alors je vais aussi vous montrer un tout petit peu comment je piège pour ceux qui voudraient utiliser, qui ont des problèmes de rate au pied et voudraient utiliser une technique de piégeage avec laquelle j'arrive non pas à me prémunir contre tout dégât, vous avez vu que j'y ai laissé quelques pieds de pommes de terre, mais en réagissant très vite et de façon appropriée, j'arrive à limiter les dégâts. Je vous rappelle que je considère que la part des anges, donc ce qu'il faut consacrer au vivant et à ce que l'homme catalogue comme étant des nuisibles, tant que ça ne dépasse pas 15, 20, 25%, j'estime qu'il n'y a pas péril en la demeure. Le problème des rats-aux-pieds, c'est que si on les laisse faire, c'est 100% de certains légumes qui y passent. Les pommes de terre, ils adorent. Les carottes, ils aiment bien. Les artichauts, ils aiment bien. Ils peuvent vous grignoter un pied de courgette par la racine et vous y laisser tous les pieds de courgette parce que vu qu'ils font 10 mètres carrés, c'est rare qu'on en ait beaucoup. Voilà, donc il faut de temps en temps savoir lutter de façon appropriée. On va regarder ça.
Bon, ben, nous voilà devant l'attirail du chasseur de râteaux-pieds, hein. Je rappelle que c'est une de mes activités principales en dehors donc des périodes de semi-plantation et des récoltes. Donc je passe en principe 2 fois par journée faire le tour des différents endroits où j'ai placé des pièges. Je n'utilise pas ce piège-là qui est trop compliqué à mettre en place. Il faut vraiment trouver une galerie, parfaitement le positionner, le recouvrir pour pas qu'il y ait de lumière qui rentre. C'est extrêmement fastidieux. L'avantage étant que l'appareil capture le râteau-pied vivant qui rentre là-dedans et puis se trouve piégé par ces petits volets qui se rabattent. Maintenant, je ne considère pas du tout que le râteau-pied soit une espèce en voie de disparition, en sachant qu'un couple au printemps a une descendance, alors les chiffres sont variables, ils sont de toute façon énormes, 124, 144 ai-je lu, je n'ai jamais vérifié moi-même. Donc en tout cas, il y a un très gros potentiel de reproduction et donc ce n'est pas du tout une espèce en voie de disparition et très franchement, je ne confonds pas sensiblerie et lutte biologique. C'est une forme de lutte biologique que de zigouiller ces râteaux-pieds avec un piège. Donc ces deux autres types de pièges sont des pièges létaux qui tuent, hein, ce sont des guillotines qui tuent les râteaux-pieds. De toute façon, dans une population de râteaux-pieds qui est en équilibre, dans la mesure où un couple va générer 144 descendants, il est évident que sur ces 144, 142 vont mourir et 2 seulement remplacer le couple qui était présent au départ. Il ne faut jamais oublier en écologie que ce qui s'appelle la prolificité, c'est-à-dire le nombre de petits que font une espèce, est proportionnel, est une adaptation à la mortalité, alors par prédation, par maladie, par famine, etc. etc. Donc lorsque un couple génère 144 petits, cela veut dire que 142 sont destinés à mourir durant la saison, en général d'une mort plutôt cruelle, des fois sous la dent d'un prédateur, mais ils sont bien planqués sous terre, donc les prédateurs n'ont pas trop prise. C'est essentiellement, je pense, la famine en hiver et les maladies qui vont conduire à cette régulation naturelle et donc à la mort naturelle de 142 petits sur les 144 qui ont pu naître. Donc quand j'en piège quelques-uns, j'en piège je crois une dizaine par an ici, de façon mortelle, hein, j'estime tout juste que je les soustrais à une mort cruelle. Là, c'est une sorte de guillotine, c'est indolore. Et donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche. Vous armez votre piège une fois que vous l'avez mis en travers de la galerie. Et le râteau-pied arrive, oh, je ne vais pas mettre le doigt parce que sinon je vais y laisser mon doigt. Il arrive et il touche un de ces déclencheurs et puis voilà. Donc il ne sent même pas venir que déjà il a été capturé. Le piège plastique, là, donc les deux sont des pièges suisses, un système un peu différent, mais vous avez vu qu'il est efficace également. Donc là, il y a une fourchette et c'est en touchant cette fourchette, il claque un peu moins. Mais bon, ça suffit aussi, comme vous avez pu le voir. Le gros inconvénient que je trouve à celui-là, c'est ce trou ici qui fait que parfois, quand on l'enfonce dans la terre, il y a de la terre qui se met là-dedans et du coup, ça bloque un peu ce système de déclenchement. Donc il est peut-être un tout petit peu plus difficile d'usage. Il faut bien nettoyer le trou, bien faire la place et ne pas l'enfoncer dans la terre. Voilà, je vais le déclencher doucement, pas y laisser mes doigts. Voilà donc les pièges. Sinon, donc, j'ai cette sonde qui me permet de sonder pour savoir où c'est que passe la galerie. Et j'ai 2 tarières. Celle-là fait partie de ce système-là.
mais les diamètres sont à peu près équivalents. Et celle-là est une sorte de plantoir à bulbe avec lequel on peut faire le trou. Voilà donc l'astuce. Enfin, il y a deux astuces que je vais vous expliquer un peu plus loin et vous saurez tout sur ma façon de gérer ce problème qui, dans mon environnement, est un des très gros problèmes que j'ai, un des gros problèmes donc de prédation, parce que cet environnement est particulièrement favorable et ce n'est pas seulement le potager, bien sûr, en mettant de la bonne nourriture à la disposition des prédateurs, favorise le développement des ratopiers, mais les prairies qui sont ici autour de moi sont au printemps criblées de taupinières, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de haies, beaucoup d'arbres, la forêt qui n'est pas loin, et que les ratopiers, l'hiver, se nourrissent des racines des arbres et font d'ailleurs à ce titre de très gros dégâts en arboriculture. Alors comme je le fais assez souvent dans la lutte contre le parasitisme, j'utilise ce que j'appelle des plantes martyrs, c'est-à-dire des plantes que je mets en place pour attirer ces parasites. J'en ai déjà parlé à propos des pucerons. J'utilise cette tactique également pour les ratopiers. Je me suis rendu compte que les ratopiers aimaient particulièrement un certain nombre de plantes. En particulier, ils sont maladifs et ont un flair qui me stupéfait. Je ne sais pas comment ils font sous terre pour sentir les artichauts. Ils aiment beaucoup aussi les pommes de terre, on l'a vu. Ils aiment bien les carottes, ils aiment bien les céleris, les racines de céleri, les racines de persil, et donc je plante ce type de plante, et en particulier l'artichaut. Je déteste l'artichaut, c'est une question de goût, mais un peu partout, vous avez des artichauts en bout de parcelle qui sont là pour attirer les ratopiers. Et donc, quand je vois ces artichauts qui flétrissent, ça veut dire qu'il se passe quelque chose sous terre, et par conséquent, j'enlève le pied d'artichaut et je mets un des pièges à la place. Je froisse ce qui reste de l'artichaut le long du piège pour répandre l'odeur, et normalement, avec un peu de chance, j'arrive à attirer le ratopier dans son piège. Donc vous en avez un artichaut ici, vous en avez un là derrière moi, il y en a un juste devant la caméra là-bas, il y en a un ici. Donc il y a ainsi une 15-20 artichauts répartis à droite et à gauche. Il y a aussi donc des céleris, du persil tubéreux, qui est aussi une des plantes qu'il affectionne particulièrement. On va aller voir ça. Alors voilà ici donc des pieds de persil tubéreux, donc qui forment une grosse racine qu'on peut consommer un peu comme un légume. Il y en a d'autres, donc j'en ai planté un certain nombre, ça pousse relativement facilement. Pour l'instant, ici, il ne se passe rien, il y a aussi quelques artichauts traîtreusement placés ici. Pour l'instant, ça ne se passe pas ici, ça se passe là-bas. Et c'est le rôle de ma tournée, ce qui soulève d'ailleurs des discussions sans fin sur ce potager. Est-il paresseux? Souvent les gens disent oui, mais tu y passes des heures. Il est vrai que j'y passe beaucoup de temps, mais je ne fais pas, il faut s'entendre sur le mot paresseux, je ne fais pas d'efforts physiques violents, mais c'est vrai que quand je suis là, sauf quand je suis en balade, en conférence, etc., il est rare que je ne vienne pas dans mon potager une fois le matin et une fois le soir, au moins. Voilà donc, c'est ici que ça se passe. Et voilà donc un pied d'artichaut qui a été grignoté par le bas. Vu le temps qu'il fait, très vite, il s'est desséché. Et donc, ça a attiré mon attention. J'ai creusé sous
le pied et très vite, j'ai trouvé là une galerie, très exactement. Donc, elle vient de là et à partir de là, le râteau-pied ayant senti ce tout petit pied d'artichaut et a incurvé sa trajectoire et remonté en surface, sous et remonté pour attaquer le pied d'artichaut par le bas. Donc voilà, j'essaye de nettoyer le mieux possible. Il ne faut pas qu'il y ait de terre qui traîne là-dedans parce que sinon il nettoie et ce nettoyage peut conduire à un déclenchement, un faux déclenchement du piège. Pendant longtemps, je croyais que ces pièges-là ne valaient rien parce que je les utilisais très mal, parce que si devant lui, il pousse la terre, évidemment, ça va conduire à un déclenchement juste devant son nez et il y réchappe. Donc, il faut bien nettoyer. Ensuite, le piège se met en place fermé pour éviter d'y bourrer la terre. La galerie vient de là et remonte, donc je vais pousser mon piège le plus possible par là. Je vais le caler parce que je sais que le râteau-pied va arriver par là. Mais il faut veiller à bien fermer le tour de ce piège. Donc pendant longtemps, j'échouais tout simplement parce que je laissais des petits filets de lumière. Et la première chose, quand le râteau-pied voit des filets de lumière, il bourre la terre. Et donc, faux déclenchement. Et pendant des mois, quand j'avais acheté ces pièges, qui valent très cher, hein, c'est une 50aine d'euros, c'est du suisse, hein, et avec un mécanisme extrêmement précis. Et donc, je me suis dit, tiens, tu t'es fait avoir. Et puis finalement, non, c'est simplement que je l'utilisais mal. L'animal, voyant un petit filet de lumière, poussait de la terre pour essayer de boucher le trou pour faire en sorte qu'on ne le voit pas. Donc ça a été la première chose à faire, bien fermer. Et puis, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'essaye de l'attirer par des odeurs, vu qu'il a l'odeur très fine. Et donc là, j'ai pris une feuille sur un des pieds d'artichaut à côté, que je froisse un peu pour que cette odeur se répartisse. Je le mets juste à côté du piège. Et puis maintenant, je vais bien bourrer avec du foin tout autour. Donc le piège n'est toujours pas armé pour ne pas bourrer à l'intérieur. Donc je mets le maximum de foin. Donc souvent, je ne fais que ça. J'arme délicatement pour essayer de ne pas me faire tomber de la terre dedans. Je mets en place le petit truc, vous voyez que ça tient vraiment sur un petit point. Là, en l'occurrence, de temps en temps, quand je soupçonne que mon bouchon de foin n'est pas suffisant, je mets encore un carton ou ce seau noir par-dessus pour faire ombre, hein, donc pour éviter que la lumière ne rentre là-dedans. Et donc, avec un peu de chance, parce que figurez-vous que le râteau-pied, il a très largement sa chance, hein. Je me fatigue beaucoup et ça marche une fois sur 5 ou une fois sur 10. J'ai beaucoup de faux déclenchements. J'arrive en tout cas à contrôler la population et donc à avoir ma récolte. Je rappelle que mon objectif n'est pas de débarrasser mon potager des parasites. Mon objectif, c'est de leur laisser que ce que j'appelle la part des anges, c'est-à-dire la part qu'il faut laisser aux organismes et qui ont leur place dans un système, même si les râteaux-pieds sont agaçants, ils créent des galeries, ils aèrent, ils font partie du vivant et il n'y a aucune raison qu'ils disparaissent de ce potager parce que moi j'ai décrété qu'à cet endroit-là, je vais faire mon jardin. Aucune raison. Ça, c'est une vision extrêmement humaine d'intolérance. Simplement, j'ai constaté que si je le laissais faire, il me ravageait des fois la totalité des cultures. L'an dernier, presque la totalité des pommes de terre. Il y a 3 ans, 24 céleris qui y sont passés. Donc le râteau-pied n'est pas très coopératif, contrairement au puceron, contrairement à d'autres parasites gentils qui vous font quelques petits dégâts. Les altises qui percent les crucifères, les feuilles de chou, vous les laissez percer et puis vous verrez que les feuilles suivantes, dès qu'il commence à faire chaud comme ça, l'altise, les feuilles deviennent un peu plus dures, l'altise disparaît et puis vous laissez faire, quoi.
Vous n'avez pas besoin d'avoir le plus beau chou, celui que vous allez présenter à la foire agricole de votre canton. Il vous suffit d'avoir un chou qui remplit votre assiette. Voilà donc sur la façon de piéger. Est-ce que je vous ai tout dit? Il me semble. Bon, bah tu vois, Coco, on retombe toujours sur nos pieds. Hein. Tu t'es fracassé là en pensant que je faisais ça bâclé en 3 minutes. Mais non, je me laisse le temps d'expliquer aux gens pour qu'ils comprennent. Moi, je ne veux pas que les gens, tu vois, juste croient bêtement une chose. J'essaye d'être un tout petit peu complet et argumenté. Donc, au fait, avant de terminer, les pièges que je vous ai montrés ont un énorme inconvénient. Donc, ils sont relativement efficaces quand on les utilise avec patience et avec technicité. En tout cas, beaucoup plus que les bidules à 20 balles avec lesquels on vous arnaque. Ils ont un défaut qui est que les galeries des râteaux-pieds, je m'en suis rendu compte il y a 2 ans et puis l'année passée, en fait, sont partagées avec les taupes. Très exactement, les râteaux-pieds, lorsqu'ils sont là en train de faire des dégâts, il n'y a pas de taupe dans ces galeries. Mais l'an dernier, j'ai piégé au même endroit 7 râteaux-pieds. Ça claquait tous les jours. Clac, clac, clac. Et à un moment donné, plus rien. Et j'ai eu le malheur de laisser le piège en place, dans ma tête, en sécurité, s'ils reviennent ou s'il y en a encore d'autres. Et au bout d'environ 1 semaine, je vois que le piège est déclenché. Je l'enlève et qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait une taupe. Alors autant le râteau-pied donc est un végétarien qui fait d'énormes dégâts à vos légumes, à certains de vos légumes, autant la taupe est plutôt à classer du côté des animaux utiles, c'est-à-dire qui vont creuser ces galeries sans s'en prendre aux légumes, puisqu'ils sont essentiellement, ces taupes sont essentiellement carnivores, insectivores. Hein, donc elles circulent dans leurs galeries à la recherche de vers de terre qui y sont tombés. Alors bon, ça c'est pas évidemment très positif, mais il faut aussi, là encore, savoir partager. Il vaut mieux bien nourrir ces vers de terre pour en avoir des centaines et en perdre quelques-uns au bénéfice des taupes, que de massacrer vous-même les vers de terre avec le sulfate de cuivre qui les tue, avec le motoculteur qui les massacre. Moi je peux tolérer les taupes qu'elles me fracassent quelques vers de terre. Elles mangent aussi des larves qui, elles, peuvent être nuisibles parce qu'elles s'en prennent aux racines de vos légumes. Donc, et surtout, les taupes vont donc entretenir ces galeries par lesquelles l'air circule dans le sol et favorise les processus aérobies en profondeur alors que vous refusez de vous fatiguer à travailler la terre. Donc, défaut de ce piège, au bout de 7 jours, ben voilà, il y avait une taupe là-dedans parce qu'en fait, j'avais l'impression que lorsque j'avais éradiqué dans une zone donnée les râteaux-pieds, ben, les taupes sont revenues reconquérir ce territoire et donc il y en a une qui s'est fait avoir. Donc depuis, lorsque une série comme ça de captures à un même endroit s'achève, j'enlève le piège et je ne le laisse pas dans l'idée que les taupes peuvent circuler librement sans que je leur fasse, sans que je les tue. Donc voilà, c'est un des inconvénients de ce système. Il existe un autre piège que je n'ai pas, qui est le piège Neudorf, qui fonctionne avec un appât. Donc vous mettez un morceau de rondelle de carotte, et seuls donc les râteaux-pieds végétariens vont être attirés
ils sont ensuite également happés et puis tués, mais les taupes qui ne sont pas attirées par cet appât ne vont pas déclencher le piège. Donc prochainement, il faut que j'améliore ma panoplie et que je me procure ce type de piège, un peu plus grand aussi, donc un peu plus difficile à mettre en place, mais pour protéger les taupes, peut-être que cela vaut le coup. Voilà, là j'arrive au bout. Ceci dit, si comme moi vous pratiquez sous couvert de foin, vous constatez que sans doute beaucoup de gens sont en train de s'agiter pour arroser depuis le retour du temps sec et chaud. Pour l'instant, en dehors d'un ou deux semis sur terre nue et en dehors de la serre, je n'arrose toujours pas. Je ne dis pas que ça durera comme ça. Il y a quand même maintenant des signes de flétrissement qui, en plein cagnard, là on est vers 15 heures, en plein cagnard, peuvent apparaître. Hein. Vous avez quelques pieds de tomates qui montrent des signes, là, quelques choux surtout. Pieds de tomates, je sais qu'ils vont réagir, ils vont se débrouiller, se mycorhizer, lancer les champignons à la conquête et à la recherche d'eau, ça va très bien se passer. C'est un fruit. C'est plus sensible, le stress hydrique est plus sensible sur les légumes dont on consomme la partie végétative, donc des laitues par exemple, des choux. Là, le stress hydrique réduit la production et dans le cas des laitues, éventuellement déclenche des montées en fleurs et en graines, donc raccourcissent la période. Chez le radis aussi, par exemple, les radis deviennent plus piquants, donc il faut un tout petit peu nuancer. En revanche, donc, les légumes fruits, tels la tomate, au contraire, stressez-le, elles fleuriront d'autant mieux, elles seront d'autant plus sucrées et d'autant meilleures. Et puis surtout, elles vont s'arranger avec les mycorhizes pour trouver de l'eau là où vous ne la trouvez pas. Voilà. Puis maintenant, je crois que c'est très long. Hein. Oui, on va s'arrêter. Allez, ciao!